C'est parti parce que je continue toujours d'aller me faire réparer mon tendon d'Achille cassé au mois de mai dernier. Au kiné, je disais que la veille au soir, il y avait eu ce suicide sur voie à Vitry-sur-Seine et que tout le train de gare d'Austerlitz avait été suspendu pendant une durée indéterminée. Et là, elle me raconte une autre histoire d'un autre de ses patients pompiers qui avait eu à ramasser, non pas le corps, mais le corps était sans tête. Le train avait éjecté la tête loin du corps. Il était parti dans les broussailles, il avait trouvé la tête, et sa réflexion, ça avait été de « Mais qu'est-ce que c'est lourd, une tête ?» Et ça fait 24 heures de cette expression entendue, 24 heures pile. Elle m'a pas quitté la tête. Alors c'est une vidéo sur la tête. Une vidéo qui est tombée sur la tête. La tête parce que dedans on a la pensée et la mémoire. Est-ce que la pensée et la mémoire sont différentes? On ne sait pas trop comment ça marche. On sait comment ça marche sur des petits êtres minuscules, des petites méduses avec 32 neurones ou quelques vers qui peuvent être à 80 neurones. Je crois qu'il y a un animal marin qui n'a que 16 neurones, mais que parmi ces neurones, il y en a un qui est très grand. On se posait plein de questions là-dessus. Au temps de Rabelais, il y avait ces petits coussins entre la boîte crânienne et les cervicales, des petits coussins lymphatiques. Et quand on ouvrait les morts, on découvrait que ces petits coussins étaient vides. Alors on pensait que c'était le siège de l'âme, puisque le mort était parti avec. Pourtant, à l'époque, on pensait que le siège des affections, c'était le foie, le siège des énergies, c'était l'estomac, donc la tête n'était finalement pas si importante que ça dans leur tête. Et maintenant, nous-mêmes, on découvre qu'on a aussi des neurones dans le ventre, peut-être même ailleurs. Le ventre est capable de penser seul. La mémoire, on sait que c'est juste un déplacement de protéines de part et d'autre de la surface extérieure des neurones. Déplacement induit par une émotion. C'est juste que dans le cas de la mémoire qu'on convoque, les routes aléatoires tracées par une émotion brusque dans l'instant même de l'émotion deviennent des routes plus fréquentes ou privilégiées pour les actes cognitifs. Ce qu'on apprend, apprendre une langue, apprendre des mathématiques, apprendre un peu la littérature. Il y a eu une discussion il n'y a pas très longtemps là-dessus. Est-ce que les livres se souviennent qu'on les a lus? Qu'est-ce que c'est difficile pour nous d'imaginer que les livres ne se souviennent en rien qu'on les ait lus, alors que nous-mêmes, c'est par l'objet matériel du livre à portée de main qu'on se souvient de ce qu'il y a dans le livre et de ce que le livre a transformé en nous. Ce qui exprime très bien Francis Ponge dans Le Galet. Quand on casse le galet, à l'intérieur, c'est informe. Il n'y a même plus du tout le poli brillant une fois qu'on l'a sorti de la rivière. Le galet ne se souvient pas de ce qui fait que nous, on se souvient de l'instant où on l'a ramassé et pourquoi. À la limite, un ordinateur se souvient beaucoup mieux de nous-mêmes et de ce qu'on y a écrit que le livre ou même le cahier. Quand on pense tête, on pense expression liée à la tête. Par exemple, tête en l'air. Un pays fait uniquement de têtes qui flottent. Ville de têtes qui flottent. Foule de têtes qui flottent. Métro lesté le matin de têtes en l'air. Évidemment, ça ne change rien pour les migraines et celles ou ceux qui en souffrent. Par contre, pays des têtes en l'air, tu serais débarrassé de tes autres misères. Et il y aurait aussi le pays des têtes brûlées. On fait ça avec un chalumeau quelquefois. On le fait pour l'acier. On le porte rouge, on le trempe. Il est beaucoup plus dur. Le pays des têtes brûlées, on passe les têtes à la flamme. Ensuite, on est beaucoup plus
lucide, courageux, pour se lancer dans l'aventure de risque, pays des têtes brûlées. Alors tu peux faire tout ce que tu veux, droit devant toi. Juste t'y vas. Dans l'histoire de ce pompier, il y avait quand même cette question de poids de la tête. Alors tout à l'heure j'ai essayé. J'ai me posé la tête sur une balance posée sur une table. J'ai essayé d'être le plus décontracté possible. Et puis ça n'a pas marché. À chaque fois que j'essayais, selon même le mouvement, ça bougeait. Pas tant que ça, de 200, 300 grammes. Mais bon, je peux pas dire que je puisse connaître le poids précis de ma tête. Vous savez-vous le poids exact de votre tête? Il y a l'expression chasseur de tête, j'ai jamais aimé cela. J'ai l'impression que ceux-là, ils cherchent c'est plutôt des chasseurs de chair, des chasseurs de force de travail, de ce à quoi tu peux asservir ta tête. Chasseur de tête asservissable, chasseur de tête serviable. Dans la notion de travail, il n'y a pas beaucoup de cette notion de liberté de la tête qui, à nous, est tellement chère, tellement vitale, tellement indispensable. J'ai trouvé bizarre aussi l'expression garder la tête froide. Quand il fait froid, ma tête marche peu, ma tête est ralentie. J'ai bien remarqué au Québec, par exemple. Oh oui, on a souvent la tête froide, les mains dans les poches. J'aime pas trop la neige et tout ça. Alors au Québec, on a vite fait d'aller dans ces endroits pleins de buée où on vous donne des grands gobelets de café. Et les voix, les visages, les gros parkas. Ouais, quand la tête se réchauffe, ça va tout de suite mieux. Ça m'est arrivé souvent dans les musées de voir ces têtes réduites, ces petites têtes momifiées. On aurait envie de les prendre dans les deux mains, c'est gros comme une orange, mais ça garde tous les traits, ça garde le cuir. C'est la tête sans les os. Quand le type est mort, on enlève les os, on les retire par l'incision du cou, et puis le cuir se racornit, ça fait cette forme qui vous refait votre visage d'enfant, qui vous fait ce qui, à l'intérieur de votre visage, est l'expression pure de vous-même, s'il n'y a pas les os. C'est troublant parce qu'on n'avait pas le droit d'aller leur voler leur tête réduite, leur tête momifiée. Pourtant, c'est une option qu'on devrait produire ici, avant l'incinération. On vous incinère tout ce qu'on veut, mais la tête momifiée réduite, juste ce petit sac de peau qui se racornit, qu'on gonfle avec du son, et qui resterait là, pour vous, dans vous, la tête de Baudelaire ou la tête d'un autre, inusable, solide, à prendre contre son cœur et emporter. D'ailleurs, à Montréal, j'avais une étudiante qui a fait ça plus tard, maintenant, qui a fait Thanato, le traitement des morts. J'ai pas compris comment c'est produit pour elle, ce choix. C'est pas expliqué là-dessus. Par contre, longtemps, elle a tenu un blog sur son métier de Thanato, du moins tout le temps qu'elle l'apprenait. C'est étrange parce qu'une fois, avec ses étudiants, j'avais travaillé sur la notion de paysage. J'avais fait un texte, il y avait juste la forêt, un pylône. C'est un texte incroyablement fort. Or, elle, c'était une provocation. Ah, vous voulez un paysage? Moi, je vous fais un texte où le paysage, c'est rien. Forêt, pylône, démerdez-vous avec ça. C'est rien, mon texte. C'est pas un paysage, c'est forêt, pylône. Et moi, ça m'avait... la force de ce texte. Puis, elle est venue me voir 2 jours après. C'est là où son père était mort en accident d'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est un outil de travail courant au Québec. Je crois qu'en 20 ans d'atelier d'écriture, il n'y a pas beaucoup de textes comme ça que je garde dans la tête. Après, tu peux jouer. Garder la tête haute. Qu'est-ce que ça dit, garder la tête haute? C'est comme garder la tête froide. L'important, c'est le mot garder, qu'il y a volonté dans garder sa tête. Pourtant, on sait bien que c'est jamais total, le fait de pouvoir ou savoir garder sa tête. C'est comme perdre la tête. On peut perdre la tête complètement ou perdre la tête par instant. Faire l'inventaire de soi-même des fois où on a perdu la tête. Et comme ils nous enseignent ceux qui l'ont totalement perdu,
qui marche quand même pourtant encore devant nous. Je voulais parler de Tête morte. C'est un livre de Samuel Beckett. Une fois, je l'avais racheté. Celui-ci, je n'ai pas touché. C'est mon original. Je l'ai payé 15 francs. C'est un livre qui a été édité en 1967, édition augmentée en 1972. Et moi, c'est une réédition de 1981. C'est donc pas une édition originale que ma vieille édition de Tête morte. Eh bien, je l'avais racheté 15 francs aussi. Et j'avais fait cet exercice. C'était en 1983, un jour à Marseille. En une fin d'après-midi, j'avais décidé de manger entièrement le livre de Samuel Beckett. J'avais commencé vers 17h en fin d'après, mais j'avais fini vers 3-4 heures du matin. Le lendemain, je l'avais entièrement digéré. Je m'étais accordé de boire de l'eau. En ce temps-là, je ne faisais pas de vidéo. Quel dommage, c'est bien dommage. Je ne sais pas si aujourd'hui je referai l'exercice. Qu'est-ce qui m'en reste? Eh bien, croyez-vous, le ou pas, il m'en reste quasiment rien. Il me reste une espèce de goût fadasse de colle. Alors aujourd'hui encore, je suis capable de reciter par cœur certains fragments de Bing, une des séquences de Tête morte. Corps nu, blanc, lavé, hop, Bing, ailleurs. Mais je ne sais pas si c'est d'avoir mangé un autre exemplaire du livre que vraiment j'y arrive. Parce qu'il y a toujours cette question de la tête qui parle. Par exemple dans Rabelais, quart livre, un peu avant Paroles gelées, ne sachant pas si c'était la tête d'Orphée, etc., la tête d'Orphée qui aurait, la tête coupée d'Orphée qui aurait dérivé ainsi à la surface des océans, toujours continuant de chanter. Je crois que Montaigne aussi reprend ce mythe ou cette histoire. Tête qui parle. Dans Rabelais, il y a aussi un truc qui s'appelle Mondus. C'est en temps de carnaval à Lyon, un grand bâton emmanché dans une tête avec équipé d'une ficelle. Et la ficelle arrive à faire battre les dents de la petite statue Mondus qui terrifie les enfants. J'en ai repris des expressions comme ça. Juste là, en 10 minutes. Cul par-dessus tête. C'est un casse-tête. Ça monte à la tête. J'en ai par-dessus la tête. Foncer, tête baissée. Se mettre martel en tête. Payer de sa tête. Se mettre bien ça dans la tête. Se monter la tête. Forte tête. Mauvaise tête. C'est pris la grosse tête, se jeter à la tête, se payer sa tête. Et puis, il y a aussi les histoires d'animaux. Tête d'âne, tête de cochon, tête de... On dit mémoire d'éléphant, on dit cervelle de tigre. Ah, c'est Lautréamont. Chaque fois que je lis Shakespeare, il me semble que je déchiquette la cervelle d'un jaguar. Par contre, vous n'avez pas tête de chien. Moi, j'aimerais bien tête de chien quand je pense chien. D'ailleurs, il y a plein de statues avec des têtes de chien. On représente toujours le chien par sa tête. La tête d'un chien en ce qu'elle est tout à fait anthropomorphe. Et pourtant, tête de chien, c'est pas vraiment une expression en soi. Peut-être parce qu'il n'y a pas de tête de chien unique. Il y a autant de chiens que de têtes. C'est justement comme les hommes. Manger de la tête. Autrefois, à l'école, ou même dans ma famille, dans mon enfance, ça remonte à loin, dans les années 1950, on nous servait fréquemment dans les boucheries de la cervelle d'agneau. La dernière fois que ça m'est arrivé, on avait fait un très chouette workshop d'écriture à la bibliothèque. Je crois que c'était Évreux ou Lisieux. Je crois que c'était Lisieux. Je n'étais pas sorti beaucoup de la bibliothèque, il pleuvait. Donc ça devait être à Lisieux. Et chacun amenait à manger. On a beaucoup mangé dans ce stage. Et quelqu'un avait apporté de la cervelle d'agneau, justement en disant « ça va nous aider à écrire ». On pourrait faire un jour une conférence sur le coup de tête.
partir sur un coup de tête, de l'importance d'accepter à l'intérieur de soi, de se comporter sur ces coups de tête. Tu fais ça d'abord parce que tu le sens à l'instinct que c'est ça qu'il faut faire, donc tu le fais. Puis ensuite tu réfléchis, tu vois ce qui se passe, tu vois ce que ça a transformé. Mais si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Donc l'importance du coup de tête. Par contre, si on dit coup de tête, on ne dit pas coup de tête, on dit coup de boule. Tiens, il y a le texte de Toussaint sur le coup de boule de Zidane. Bon, je connais plus Zidane, mais Jean-Philippe Toussaint et son coup de boule de Zidane, on peut faire tout un livre. Et c'est bizarre, moi jamais je me servirais de ma tête pour comme arme. Boum, boum. Ça m'a toujours choqué qu'on puisse cogner. C'est pour ça que j'aime pas aussi le football, par exemple, qu'on puisse cogner une tête dans un ballon. Avoir la tête comme un ballon, mais un ballon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas de pensée. On peut souffler ses pensées dans un ballon, et à ce moment-là, oui, on peut donner un coup de tête et faire s'envoler le ballon. Est-ce que c'est encore le coup de boule, le coup de tête? Je sais pas, c'est très troublant ces questions. J'ai regardé dans Littré aussi, la première occurrence de tête. Eh bien, c'est au XIe siècle. Et fit trancher les têtes. On se sert de l'expression une belle tête dans un musée, on va dire, d'un tableau, d'une statue. Il a une belle tête. Des fois, on le dit aussi dans le métro. Il a une belle tête. Mais c'est pas du tout les mêmes gens quand on dit ça d'un pauvre être perdu, sans abri. Il a une belle tête, de la même tête dont on dit dans le musée. Il a une belle tête. On n'est pas indemne chacun de la tête de mort qu'on porte. Quand on voit des têtes de mort, ce qui est étrange toujours, c'est les dents qui se déchaussent. C'est comment elles sont longues, les dents, quand on a enlevé les gencives dans la tête de mort et son propre rapport à sa tête de mort. Il y a tout ce qui se déchausse et clinche. Il y a ces petites lignes brisées qui séparent les fragments du crâne. Une fois, j'avais voulu sur eBay m'acheter une tête de mort, il y a longtemps. Il y avait des vraies têtes de mort en circulation sur eBay. Mais au dernier moment, les prix avaient un peu monté. C'était ridicule de mettre cet argent-là dans une tête de mort. À cette époque, j'enseignais aux Beaux-Arts de Paris, à l'ENSBA. Il y a un atelier moulage, et dans l'atelier moulage, ils ont une petite ligne de fabrication de crânes en plâtre. Ça leur sert pour les anatomies, mais surtout, les étudiants, ça leur fait de l'argent de poche. Ils revendent les têtes en plâtre. Je m'étais doté d'une tête en plâtre. J'ai toujours dans le garage à côté cette tête en plâtre, mais la tête en plâtre, ça fait pas du tout vraie tête de mort. Je repense à ce jeune pompier soulevant dans les broussailles une tête indignée, avec cette sensation de qu'est-ce que c'est lourd une tête, comment on porte une tête, est-ce qu'il avait même de quoi un réceptacle quelconque pour la porter, la tête, est-ce qu'il a regardé la tête? Vous savez quoi, par exemple, les morts, j'aime pas trop embrasser les morts, par contre je pose la main sur le front des morts, ou je pose la main dans les cheveux du mort, et là, par la main, j'arrive à avoir l'intensité. Une fois, j'avais fait une petite vidéo avec cette expression de mon cousin, qui est plus qu'un cousin, c'est une espèce de double intérieur qui s'appelle Jean-Claude, mon cousin aveugle. Et lui, qui est soignant, il dit « Les morts émettent des fréquences. » Avec ma main, je sens ces fréquences sur le front des morts. Je les embrasse pas. La bouche, elle sent rien. La bouche, elle transmet pas la fréquence qui continue de battre, de vibrer dans la tête des morts. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, ce pompier qui disait « C'est lourd une tête.